Bonsoir et bienvenue à la une. C'est lundi, retour au bercail des dépouilles des 2 soldats sénégalais tués en Gambie. Les cérémonies de levée du corps et de décoration à titre posthume aujourd'hui. Une vive émotion que vous allez partager avec les compagnons d'armes de ces 2 gendarmes tombés au front. Les syndicats d'enseignants tablent toujours sur le maintien du mot d'ordre. La grève continue. Le G7 appelle à une nouvelle mobilisation et avertit que cette situation aura des conséquences désastreuses sur l'année scolaire en cours. À suivre également dans ce 1945 le suivi de l'arrêté interdisant la circulation des mototaxis à Dakar. 3 semaines après la décision du gouverneur semble impopulaire. Les principaux concernés poursuivent leurs activités sans être inquiétés. Nos équipes se sont rendues à la gare de Colobane plus animées que jamais. Reportage à suivre. Et enfin, l'enquête du lundi nous plonge dans l'univers des armes factices, c'est-à-dire des armes à feu qui ressemblent à des vraies. Or, ce sont des jouets. Mais attention, ce n'est pas sans risque. Et Boubacar nous dira, et ce sera en fin d'édition. Retour au pays, la cérémonie de levée du corps des 2 militaires sénégalais tués en Gambie a eu lieu dans la matinée à l'hôpital militaire de Ouakam. Un dernier hommage leur a été rendu par leurs compagnons d'armes et le ministre des Forces armées, maître Sidiki Kaba, a décoré à titre posthume ces 2 soldats sénégalais. Compte rendu d'une cérémonie pleine d'émotions, c'est avec Mamadou Sy. Décoration à titre posthume par le ministre des Forces armées. Hommage de la nation aux 2 militaires qui ont perdu la vie en Gambie. Devant la famille du sergent-chef Mamadou Kalidou Diallo, le lieutenant Massiré Diallo dresse le parcours exceptionnel du martyr prédestiné à une très belle carrière. bu mu amee 7 ans mu jóge foofu ñu dugal ko jàng école ba mu génne déggaluma ko du bon. Le sergent-chef Boubacar Ba, lui, aura gravi des échelons et participé à plusieurs missions. Il est décrit comme un homme courageux. Selon ses supérieurs, il était un sous-officier bien éduqué, digne de confiance. Les valeurs intrinsèques du sergent-chef Diallo et son amour du métier des armes le prédestinaient à une très belle carrière de sous-officier chevronné, comme en atteste son parcours professionnel remarquable. Ses qualités ont été reconnues à l'unanimité par ses supérieurs hiérarchiques qui l'ont noté comme étant un sous-officier compétent, d'une présentation exemplaire et d'une grande courtoisie. Des témoignages aussi des familles. Elles ont perdu des êtres chers, très sociables. Les états de service du sergent-chef Ba révèlent le parcours professionnel élogieux d'un jeune sous-officier aux valeurs intrinsèques exceptionnelles. C'est pourquoi il est noté par ses supérieurs hiérarchiques comme étant un sous-officier bien éduqué, dévoué, digne de confiance, compétent et ayant le culte de la mission. Les 2 soldats sont tombés sur le champ d'honneur lors d'un accrochage avec des éléments du MFDC dans le cadre de la mission CEDEAO. La nation leur a rendu hommage. Le ministre des Forces armées n'a pas pris la parole mais a tenu à présenter ses condoléances aux familles des victimes. Plusieurs incertitudes planent sur l'année scolaire en cours. Cela fait plusieurs semaines que les enseignements sont perturbés dans le moyen secondaire. Les syndicats d'enseignants du G7 maintiennent leur posture. Ils ne comptent pas regagner les salles de classe sans satisfaction complète de leurs revendications. Et celles-ci, faut-il le rappeler, tournent essentiellement autour de 11 points contenus dans les accords signés avec l'État. Sénabou Babou et Mafalfal. 11 manquements relevés sur le monitoring des accords entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Les membres du G7 qui les relèvent soulignent entre autres le rythme jugé lent, des rappels d'intégration, de validation et d'avancement, mais aussi le système de rémunération qui fait défaut. Il s'agit notamment de
L'absence de documents de synthèse et d'évaluation portant sur les différentes rencontres sectorielles de la part du gouvernement. La non prise en compte des points relatifs au passif sur les protocoles d'accord entre le gouvernement et le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal, le SIENS. La non-livraison des parcelles des actes de Kaolack, Ziguinchor, Déni Birandao et Louga. L'absence d'informations fiables sur la gestion des cotisations sociales des corps émergents par l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Interpellé sur la manifestation des élèves, le G7 s'en désole et charge le gouvernement, l'unique responsable aux yeux de ses membres. Ces derniers ajoutent qu'ils ne changeront pas leur position tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Tout à l'heure, à Kermassar, ils sont en train de déloger toutes les écoles privées. C'est très déplorable. Mais également, il faut le dire, situons ensemble les responsabilités. Les responsabilités, l'État du Sénégal est l'unique et seul responsable. Parce que voici 3 ans qu'on les a mis à l'époque, on a attendu qu'on discute, ils ne l'ont pas fait et privilégient la politique du pourrissement, privilégient la confrontation à la concertation. Et la conséquence, elle est là, les enseignants sont démotivés, les enseignants sont découragés, les enseignants établissent des plans d'action et les enfants trinquent. Le G7 alerte le gouvernement et l'opinion publique sur les conséquences désastreuses que pourrait engendrer la non-résolution de la question nodale des accords, la correction des iniquités dans le système de rémunération des agents de l'État. L'enseignement coranique connaît aussi des remous à Hambourg. Enseignants disent être victimes du système de recrutement de l'inspection de l'éducation et de la formation de Mour. Montagakan, correspondance. Ils sont 11 enseignants en langue arabe au niveau de la case des tout-petits à réclamer leur intégration à la fonction publique. Pendant les 4 recrutements d'enseignants, aucun arabisant n'en a fait partie. Avec l'avènement du président Macky Sall, il s'agit donc de promouvoir le plan de carrière des enseignants de la case des petits. On a donc applaudi, croyant qu'on ferait partie des maîtres choisis. Ils ont commencé par recruter 416, puis 200, puis 600 enseignants. Et aucun arabisant n'en fait partie de ces intégrations. Quand on s'est enquis de la situation, ils nous ont fait savoir que les enseignants arabisants ne sont pas concernés. On leur a rétorqué que cette situation est inacceptable car on a les mêmes horaires qu'eux, les mêmes compétences, les mêmes diplômes. On nous refuse, nous nous insurgeons contre cette décision que nous trouvons inadmissible. La directrice de l'agence de la case des tout-petits nous a fait beaucoup de promesses. Actuellement, on ne peut plus attendre car nous n'avons pas confiance en ces promesses. Ces enseignants opposent un niet catégorique à cette situation et crient à l'injustice. Ce que nous trouvons aberrant, c'est que les enseignants en langue française n'ont que le BFM. Donc on réclame à ceux qui enseignent l'arabe des diplômes professionnels tels que le CAP et le CEAP. On a institué un nouveau baccalauréat arabe. Beaucoup d'entre nous ont refait le bac et le réussi. Ces enseignants en langue arabe qui font partie de l'IF1 de Bourg lancent un appel au chef de l'État pour qu'il les aide à intégrer la fonction publique comme leurs autres collègues. Le syndicat national des enseignants en langue arabe s'insurge contre un traitement dit inégal entre les enseignants en langue française et ceux qui enseignent en arabe. Les explications du secrétaire général du syndicat, Mohamed Diouf. nguur Sénégal mu ngi def ay jéego ci côté arabisant yi mais dafa des li tax nag mu des. Le gouvernement du Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour les arabisants enseignants, mais il y a un vrai problème. Nous notons un ostracisme inqualifiable. Nous n'avons pas d'espoir de voir le rétablissement de l'équité entre les deux types d'enseignants. Pourtant, les arabisants sont plus productifs que leurs collègues francisants. En vérité, les autorités sont conscientes que l'école ne peut prospérer sans l'enseignement de l'arabe et de la religion. À titre illustratif, j'ai vu des populations d'un village qui avaient refusé catégoriquement d'amener leurs enfants à l'école française finir par capituler pour la simple raison que l'arabe a été inclus dans cet enseignement. C'est alors qu'une masse importante d'élèves est venue s'inscrire. Il ne faut pas qu'on occulte qu'au Sénégal, les musulmans font 95% de la population. 95 de musulmans fii ci Sénégal li leen ñor mooy lan pare nañu pour seen doom yi jàng de façon jàng bu ne.
Une semaine après les élections locales, l'heure est à l'évaluation des failles, surtout pour ceux qui ont perdu. La majorité présidentielle a été battue à Thiès, à Rufisque, encore à Ziguinchor. Abdourafor Touré réclame des sanctions. Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, il soutient que la division au sein de la mouvance a été à l'origine de cet échec. Migui Maram Ndiaye. Au lendemain des élections locales, l'heure est au bilan. Malgré sa victoire, avec plus de 2 millions de voix, la coalition Benno Bokk Yakaar a perdu dans plusieurs grandes villes. Une défaite qui peut s'expliquer aux yeux de Abdourafor Touré. À Dakar, moi je pense qu'il y a un ancrage réel qu'il faut constater de la coalition de l'opposition qui contrôle Dakar depuis 2009. Ça, c'est une réalité. Donc je pense que l'ancrage de ce au niveau territorial de l'opposition est réel à Dakar. Pour Thiès et Rufisque, je pense que ce sont les divisions, et même peut-être Ziguinchor, ce sont les divisions de la majorité qui ont permis la nette victoire de l'opposition dans ces localités-là. On ne peut pas remettre en cause les choix faits par le président, parce que sur les choix faits, je dis encore sur 555 ou 560 collectivités, les 520, on est victorieux. Le responsable politique de la coalition Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye n'a pas mis de gants. Pour lui, les enseignements doivent être tirés. Il interpelle le président Macky Sall. Nous avons le devoir et l'exigence d'écouter ces voix contre le pouvoir pour comprendre quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs inquiétudes, quel est le sens de leur vote et pour apporter des réponses à ces voix-là. Ça, c'est notre devoir. Et donc, je pense que l'essentiel, c'était qu'on conforte notre majorité. Cela est fait. Ensuite, il faut continuer à faire en sorte que cette minorité-là, qui ne se retrouve pas dans les politiques publiques mises en œuvre, se retrouve aux prochaines élections et adhère à la cause du président Sall. Ces résultats interviennent à 5 mois des élections des députés. Mais Abdourafor Touré se montre confiant. Les signaux sont au vert selon lui. Je pense qu'il n'y a aucun risque au regard de la dynamique et des tendances sorties des élections locales au niveau des différents départements, aucun risque de cohabitation. À mon avis, il n'y a aucun risque de cohabitation. Maintenant, nous devons renforcer notre unité, renforcer notre cohésion, continuer l'occupation du terrain, avoir une équipe engagée et compétente pour permettre au président de disposer d'une majorité confortable lors des prochaines législatives. Mais je pense qu'il n'y a vraiment aucune crainte ou aucun risque de cohabitation malgré les cris d'orfraie de quelques analystes ou d'une partie de l'opposition. Renforcer la cohésion, plus de présence sur le terrain aux côtés de la population, conseil de l'ancien président des cadres libéraux à l'attention de ses camarades. Il a aussi son mot à dire à Fort Touré sur le débat actuel sur la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Selon lui, la proposition de loi portée par le collectif Andesam Djikoy n'a pas de sens. Ces arguments que nous écoutons. Moi, je pense que cette loi est un non-sens et c'est vraiment politicien. Même le contexte où ils ont déposé la loi, je pense que c'est pas quelque chose qui relève du sérieux. Je crois, et je le dis de façon ferme, je caractérise ces gens-là vraiment de politiciens et avec des gens qui ont des motivations politiciennes. L'idée, c'est de mettre en mal le gouvernement, le président, avec les communautés religieuses ou avec les populations. Il est clair qu'aujourd'hui, nous devons préserver notre société. Nous avons des valeurs, nous avons une éducation, nous avons un modèle de société. Il faut, pour régler la question de l'homosexualité, il faut de l'éducation dans les familles. Il faut protéger nos enfants, il faut inculquer les valeurs que nous avons héritées de nos parents à nos enfants. Et d'ailleurs, ces sujets-là, si vous constatez bien, c'est des sujets qui n'apparaissent au devant de l'actualité qu'à l'approche d'élections. Ça a été le cas en 2012, en 2014, au référendum, aux élections législatives, à l'élection présidentielle. Et là, et vous verrez ces sujets-là, après les élections, vous n'entendrez plus les gens en parler. Et donc ça, je crois que c'est malsain. Et c'est eux-mêmes, à la limite, en utilisant ces méthodes qui sont en train de promouvoir l'agenda LGBT. En
plus bref, sachez que le député Boubacar Biaye a été placé sous mandat de dépôt. Il a perdu son immunité parlementaire depuis l'éclatement de l'affaire supposée de trafic de passeports diplomatiques il y a quelques mois. Annoncé en titre en début janvier, le gouverneur de Dakar a sorti un arrêté interdisant la circulation des mototaxis à Dakar. 3 semaines après cette décision, ils circulent toujours. En réalité, rien n'a vraiment changé à la gare de Koloban où se sont rendus nos reporters Mariam Ndiaye et Babacar Diop. Comme à chaque heure de pointe, c'est le grand rush à Koloban. Conséquence, un embouteillage monstre. Dans ce décor, des mototaxis qui font une rude concurrence aux voitures de transport en commun, des motocyclistes qui ont fini d'avoir leur propre gare malgré l'interdiction du gouverneur de la région de Dakar. Cette décision qui ne passe toujours pas pour certains Jakartamen. C'est impossible, nous ne pouvons pas arrêter, même si les policiers nous arrêtent tout le temps. Pour d'autres, il est difficile de faire la différence entre les motos de livraison et les motos de transport de personnes. Toutes les motos ne sont pas utilisées pour le transport de passagers. Toutes les personnes aussi sur les motos ne sont pas forcément des clients. Leur activité constitue une réponse au problème du chômage et de l'immigration clandestine. Je n'ai pas utilisé l'argent pour émigrer clandestinement, mais pour m'acheter cette moto. Aujourd'hui, je fais travailler 3 jeunes. L'accent doit être mis sur la sensibilisation pour obliger les Jakartamen et autres conducteurs de 2 roues à avoir les papiers requis. Les policiers nous arrêtent tout le temps par défaut de papier. Nous n'avons pas toutes les pièces requises pour les motos. L'interdiction du transport de personnes par moto Jakarta par le gouverneur de la région de Dakar n'est toujours pas respectée. Les Jakartamen sollicitent plus d'indulgence. Ils ne veulent pas perdre leur auto-emploi pour la plupart. L'actualité ce lundi, c'est aussi un ouvrage posthume intitulé La Mouridia, quintessence, réalité et perspective d'avenir. Sur 370 pages, l'auteur Serigne Mourtala Mbacké relate le comportement typique du mouride. Même Alassane Seck avec Seydina Mbaye. La Mouridia, quintessence, réalité et perspective d'avenir. Œuvre de Serigne Mourtala Mbacké, publiée à titre posthume. Une œuvre qui rappelle le vrai comportement d'un mouride et ses principes, selon les écrits de Serigne Touba. Al Mouridiya ñu tekki ko ci tubaab ba di ko gaaral tey ji. Le livre rappelle les écrits de Serigne Touba. L'ouvrage comporte 370 pages, écrit par Serigne Mourtala Mbacké. Il est décédé depuis 1970, mais il l'a terminé en 1982. ñaareel bi mooy tey jii li ñuy dund alwaaqe mooy réalité bi mooy ñetteel bi mooy ëllëg nag fan la jëm loolu daanaka mooy tënkub téere bi. Un livre qui vient à son heure, selon son préfacier, le professeur Ibrahim Thioub. En montrant comment le mouridisme est enraciné dans le Coran, la sunna du prophète et la jurisprudence, mais également les maîtres soufis et dans l'éducation, la tarbiya. Donc ce sont toutes ces dimensions que cet ouvrage éclaire dans la partie consacrée à la quintessence du mouridisme. Ensuite, l'ouvrage aborde dans une deuxième partie l'actualité, la réalité contemporaine de la confrérie. L'œuvre intitulée La Mouridia, quintessence, réalité et perspective d'avenir rappelle le comportement d'un mouride sadiq avec les principes fondamentaux dont le savoir, la pratique, le travail et la patience. Des nouvelles de Bafoussam à présent. Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football informe qu'aucun cas de Covid n'a été identifié dans la Tania. Tous les tests effectués sont revenus négatifs à 48 heures du match en demi-finale du Sénégal.
face au Burkina Faso. Et plus de temps à perdre pour les Lions, ils se sont entraînés aujourd'hui, lendemain de leur victoire contre la Guinée équatoriale, 3-1. Seul Boulaïdja a manqué la séance du jour en raison d'une petite gêne au genou. Cheikh Diop et Serine Saludem depuis Yaoundé. Excepté Boulaïdja, touché au genou, l'ensemble du groupe a pris part à la séance d'après-match à l'annexe B du stade Olembe. Naturellement, le 11 qui a débuté face à la Guinée équatoriale a effectué son habituel décrassage. Un groupe complété par Fodé Ballo-Touré qui se remet petit à petit de ses adducteurs. Ismaël Sarr, toujours convalescent. Au menu, des tours de terrain sur des rythmes assez soutenus et de la récupération en alternance pour terminer. Sous la supervision du staff technique, Fodé Ballo-Touré poursuit tout seul sa récupération en effectuant des courses assez intenses le long de la pelouse. Le reste de l'équipe scindée en deux sous-groupes de 6 s'oppose après échauffement dans un exercice de conservation. S'ensuit une petite opposition pour quelques minutes avec Alfred Gomis et Sénidian dans les cages. C'est d'ailleurs lors de cet exercice que Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a encore été touché au genou après un contact avec Cheikh Kouyaté. Le Marseillais se tord de douleur sur la pelouse. Pendant quelques minutes, il se penche sur son genou avant qu'Aliou Cissé ne vienne s'enquérir de la situation. Mais après la petite frayeur, il poursuit normalement la séance du jour qui s'achève sur des tirs au but, notamment des pénaltys sous le regard d'Aliou Cissé. L'entraînement a duré 1h30 et les Lions vont effectuer leur dernière séance avant le Burkina ce mardi. Une préparation en toute sérénité puisque l'ensemble de l'équipe est revenu négatif après les habituels tests d'avant-match. Et cette actualité internationale en images, le Mali annonce l'expulsion de l'ambassadeur de France sous 72 heures. Les autorités maliennes de la transition ont justifié cet acte par les récentes déclarations dites hostiles de responsables français à leur encontre. La France aurait pris note de la décision et aurait également décidé de rappeler son ambassadeur. La suite du journal. On les appelle des armes factices. Ce sont de fausses armes à feu qui ressemblent à de vraies armes à feu. Et pourtant, il y a des lois et règlements qui régissent la fabrication de ces armes factices. Dans le sujet qui va tout de suite suivre, vous entendrez le témoignage d'un homme dont le neveu a été victime de ça. Comment Boubacar Dieng nous dit. De prime abord, rien ne la différencie d'une vraie arme. Et pourtant, c'est une arme factice. La couleur, la fabrication, tout renvoie à une vraie arme à feu. Et cette ressemblance leurre certaines personnes qui ont du mal à faire le distinguo. Parce que actuellement, les armes qu'on est en train de fabriquer actuellement, c'est des armes qui se ressemblent exactement avec des armes vraies. Maintenant, quand toi, tu crois que la personne qui va t'agresser a un arme un peu léger, et toi tu dis que bon non, c'est pas un arme qu'il a maintenant tu vas te battre avec lui, alors que lui l'arme qu'il a c'est une arme vraiment sophistiquée et il peut te blesser avec ça. Je ne sais vraiment pas reconnaître une arme factice. C'est un réel danger pour moi. Quant à moi, pour reconnaître une arme factice et une arme vraie, c'est en touchant parce que les poids sont différents, d'après moi. Et pourtant, il y a des normes pour la fabrication de ces armes factices. Pour ce qui concerne les armes factices, généralement, ils sont conçus de sorte à ce qu'ils soient au moins 50% plus petites que les armes réelles ou qui comportent au moins des couleurs vives ou fluorescentes qui permettent à la personne de savoir que cette arme ne comporte pas de danger. Cette incapacité de différenciation est souvent synonyme de danger pour certains. Cet homme témoigne.
un exemple bu ma wax ne man am na sama benn jarbaat bi ngi doon def noonu dafa doon jógee wàcc liggéey ay 5 heures du matin mu ñëw mu daje ak gars yi. Un jour, mon neveu en a été victime. Il revenait du travail tard dans la nuit. Il a croisé un agresseur qui avait une vraie arme. Mais lui pensait que c'est une arme factice. Il a tenté de le lui arracher, mais dans le feu de l'action, une balle a été tirée accidentellement et ça l'a effleuré à l'épaule gauche. Mais sans danger, mais lamba kii bi moom dem na mais gañ na ko tuuti nag. L'usage de ces armes factices constitue un énorme danger aussi bien pour l'agresseur que pour la victime. Généralement, dans l'utilisation de ces armes dans les actes délictuels, c'est-à-dire les armes factices, l'arme factice, l'utilisation des armes est beaucoup plus dangereux pour l'utilisateur que pour l'agresseur, pour l'agressé autant pour moi. Parce que lorsque cet acte est commis en présence d'une personne qui détient un permis d'armes en bonne et due forme ou en présence de forces de sécurité, ceux-ci peuvent utiliser leurs armes contre l'agresseur, pensant que celui-ci détient une arme légale. Dans ce cas, après coup, s'ils ont un bon avocat, ça risque d'être pris pour une légitime défense. Ce qui fait que l'utilisation d'armes est assez dangereuse et on peut le considérer plus dangereuse pour l'agresseur que pour l'agressé. Pour comprendre d'où viennent ces jouets qui peuvent faire peur, nous avons fait le tour de certaines boutiques de vente de jouets pour enfants. Ces gadgets qui peuvent tromper l'œil se vendent à des prix dérisoires. Leur provenance, l'empire du milieu. Je vends des pistolets factices. Il y en a qui coûtent 250 ou 1000 francs. Nos jouets viennent de Dubaï ou de la Chine. Bien oui, on vend des pistolets, bien sûr. Les parents viennent ici pour acheter pour leurs enfants. Ça vient de Chine. Oui, on part là-bas, Shanghai. On part là-bas, on sélectionne des jouets et on l'amène ici pour vendre. Ces jouets arrivent au Sénégal à bord de conteneurs avant d'être écoulés sur les marchés sénégalais. Ces populations demandent aux autorités compétentes de veiller à la vente de ces jouets qui, non seulement trompent souvent la vigilance des citoyens, mais peuvent être à l'origine de situations dramatiques. On se quitte sur ces images. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes. On se retrouve demain pour un autre 19h45.